Il y a des moments où, sans trop comprendre pourquoi, tout devient très lourd, où l'élan s'effondre, ou même les projets qu'on aime, qu'on a choisis, deviennent pénibles, inaccessibles ou lointains. Tu te dis peut-être que tu n'as plus de motivation, que tu es paresseuse, paresseux, instable, que tu te disperses ou que tu ne sais tout simplement pas ce que tu veux. Mais si c'était autre chose. Peut-être aussi que tu te sens dans cette phase depuis longtemps, que tu sens quelque chose qui te bloque, une sorte de plafond invisible, et tu n'arrives pas à avoir ce déclic, cette énergie pour reprendre pleinement le pouvoir sur ta vie. Dans cet épisode, je vais t'emmener explorer les raisons souvent invisibles qui peuvent saboter ton énergie, ton envie et ta capacité à avancer. Je vais te partager 12 causes profondes, physiques, émotionnelles, inconscientes, énergétiques ou symboliques qui peuvent être à l'origine de ce blocage. Et surtout, je vais te partager des pistes concrètes pour les traverser avec lucidité, corps et conscience. C'est aussi une suite directe à l'épisode de la semaine dernière dans lequel je te parlais de ces périodes de fatigue inexpliquées, de perte d'élan et de motivation, et de comment parfois notre corps a aussi besoin d'intégrer ce qu'il a vécu avant de pouvoir avancer à nouveau. Je te partageais aussi à quel point dans mon propre parcours, j'ai mis des années à me remettre en mouvement par exemple dans mon corps avec un traumatisme lié au sport dû à un échec professionnel. Et à quel point cette immobilité, ce blocage faisait partie d'un processus d'intégration beaucoup plus vaste que je n'avais pas encore compris à l'époque. Donc si tu sens que tu bloques, que tu t'essouffles ou que tu t'es un peu perdu en route, cet épisode pourrait bien te ramener dans ton axe ou au moins t'apporter de la clarté, du réconfort et un peu de douceur dans ce que tu traverses. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, salut la tribu, j'espère que vous allez très bien en cette fin de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode qui va faire suite à l'épisode de la semaine dernière dans lequel je vous ai beaucoup parlé de perte d'élan, de motivation, de fatigue inexpliquée, de fatigue chronique aussi, de ces moments un peu où on se sent vraiment bloqué dans une phase de notre vie et qu'on ne sait pas forcément trop comment en sortir. Et aujourd'hui, j'avais envie de complémenter cet épisode en vous apportant des clés vraiment concrètes pour pouvoir, dans chaque cas, donc j'en ai répertorié 12, donc ça fait quand même pas mal, pour pouvoir peut-être toi aussi, si tu m'écoutes, pouvoir t'amener à conscientiser peut-être dans quelle vraiment couche tu es. Est-ce que voilà, tu es dans une couche vraiment profonde de vide, de mue intérieur, et dans ce cas-là, ce sera pas la même clé, en fait, le même conseil, la même recommandation, ou est-ce que tu es dans simplement une fatigue physique qui est simplement une fatigue physique réelle et que du coup pareil peut-être le conseil sera différent. Donc l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir t'apporter ici une conscientisation de là où tu en es dans ta phase peut-être où tu te sens bloqué, où tu te sens fatigué, où tu te sens vraiment en perte totale de motivation, d'élan, de sens, et pouvoir derrière enclencher peut-être des choses ou simplement pouvoir en tout cas comprendre, prendre conscience et puis derrière du coup t'apporter de la douceur, aussi de la compréhension, parce que ça fait déjà énormément le travail de simplement déjà arriver à poser des mots et poser aussi de la conscience sur ce que l'on est en train de vivre. Donc j'espère que cet épisode va t'aider en ce sens, si c'est quelque chose que tu traverses ou si c'est quelque chose que tu as aussi traversé, et probablement un jour quelque chose que tu traverseras parce que ce sont des phases que l'on est amené à traverser de manière plus ou moins cyclique, plus ou moins régulièrement en fonction de ce que l'on vit et en fonction voilà, de ce que l'on est amené à vivre aussi. La première cause qui peut t'amener dans cette vraiment perte d'élan, de motivation, ça va être de traverser tout simplement une fatigue physique qui est vraiment là en fait, qui est réelle. Donc voilà, c'est vraiment un corps qui est fatigué, qui a peut-être beaucoup fait, beaucoup dans le faire dernièrement, tout simplement beaucoup d'actions, beaucoup de travail, etc. Et simplement, voilà, le corps est fatigué. Donc là, très simplement, on va pouvoir reconnaître ces signes et on va pouvoir mettre en place du repos, tout simplement du sommeil, du ralentissement dans sa vie. Donc souvent, c'est un moment où
on se refuse un petit peu ça, parce qu'on a un peu de mal à sortir aussi de ce mode-là. On est vraiment dans ce mode de faire, et plus on est fatigué, limite, plus on va se dire non, vas-y, je fais, parce que le corps, lui, il va demander ce retour au calme, mais nous, on a tendance un petit peu à culpabiliser aussi de ne rien faire. Donc c'est vraiment un moment où j'encourage à vraiment justement écouter ce corps et de ralentir et voir ce que ça opère, voir ce que ça vient mettre en lumière. Alors ça va peut-être mettre en lumière de la culpabilité, etc. Donc là, ça viendra venir toucher d'autres couches de soi. Donc on le verra après, j'en parlerai aussi. Et du coup, c'est bien aussi, parce que ça vient révéler justement ce que tu peut-être aussi fuis, ce que tu fuis, ce que tu caches. Donc voilà, le ralentissement, il peut être traître entre guillemets, mais il est toujours porteur. Il va toujours mettre en lumière les choses. C'est dans le vide, et le vide fertile, que l'on vient révéler les choses. Donc c'est toujours hyper intéressant de venir ralentir et faire du silence. Et souvent le corps, lui, va le demander clairement, avec des signaux clairs. Si tu commences à avoir un sommeil à chier, que voilà, tu sens que tu es agité, que t'as du stress, tu peux même avoir vraiment de la palpitation cardiaque, tu vas sentir que ça vient occasionner un stress, tu vas sentir tout simplement que tu es à plat, que tu es une larve, que tu arrives à rien, tu vas te dire peut-être j'arrive à rien, j'arrive pas à faire autant que d'habitude, etc. C'est peut-être un signal tout simplement de ralentissement, et que tout simplement, en fait, ton corps te dit « Ouais, ok, en ce moment, j'ai envie de faire un peu moins parce que là, vraiment, je fatigue. » Donc, il faut savoir que, comme j'en parle très très souvent, on est vraiment cyclique, et surtout les femmes, et j'en parlais justement dans le dernier épisode, mais aussi les hommes, et que ce sont tout simplement des cycles aussi à respecter. Donc, l'idée par rapport à ça aussi, c'est peut-être de se créer un planning qui puisse se respecter pleinement. Pour ça, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à savoir comment fonctionne son énergie, et quand même aussi arriver à prendre conscience de ces cycles. Parce que finalement, on va se rendre compte que peut-être nous, on a un cycle, par exemple, tous les mois, qui vient, surtout, comme je disais dans le dernier épisode aussi, pour les femmes avec le cycle menstruel, qui déjà vient faire changer la physiologie du corps, donc qui va amener ce changement physiologique qui fait que dans tous les cas, le corps va être plus fatigué quand on s'approche des menstruations, et un corps plus énergique quand on est justement juste après cette période de règles. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre, tous les 3 mois ou 2 fois par an. Enfin voilà, on peut observer des cycles en fait chez nous, qui sont reliés à tout un tas de choses, qui sont liées aussi à un corps tout simplement qui vit, qui est en mouvement à l'intérieur, et que nous, on a un peu trop appris dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans notre société d'aujourd'hui, à ne pas écouter. En fait, on fait un peu comme si là-dessous, la machine, en fait, elle marchait en tout temps, et que, voilà, en fait, il y avait rien qui pouvait interférer, alors qu'en réalité, on a un corps vraiment qui est vivant, qui fait partie de la nature, ouais, je peux pas dire autrement, qui est vivant, qui est en mouvement. Et à l'intérieur, il se passe plein de choses avec nos hormones, notre système nerveux, notre régénération aussi cellulaire, musculaire. Et tout ça est impacté par notre quotidien et notre mode de vie, notre hygiène de vie aussi. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que j'ai à ce moment-là, c'est vraiment de revenir aussi aux besoins fondamentaux. Donc justement, de prendre davantage soin de son sommeil, de son hydratation, de s'apporter vraiment de la douceur, du silence, et de se rappeler vraiment, et de se le mettre comme mantra accroché au frigo ou partout dans sa maison, que le repos est aussi productif. Et ça, c'est vraiment très important de se le rappeler dans ces phases-là. Parce qu'encore une fois, on nous a tellement appris, et on s'est auto-appris en fait, mis dans la tête que le repos, c'était pour les faibles, c'était pour les fragiles, ou que voilà, le repos en fait, ça fait qu'on n'est pas productif. Mais en fait, c'est l'inverse. Le repos est ultra productif. C'est derrière ce repos que tu vas recharger ton énergie, recharger ton corps, et que derrière, tu vas pouvoir être hyper efficace. Ce qui fait que si tu, je sais pas, par exemple, dans ta semaine, tu décides d'avoir finalement, pendant là, les 2 prochaines semaines, parce que tu es à plat, avoir plus de moments un peu off,
je sais pas, si t'as l'occasion d'avoir 3 jours de repos au lieu de 2 ou au lieu d'un, bah fais-le. Si t'as l'occasion de t'offrir un soin ou de dormir plus, fais-le. Ne te dis pas en fait à ce moment-là, non, je mets quand même mon réveil parce que j'ai ça à faire. Priorise tes tâches, priorise vraiment ce qui doit être priorisé et sois honnête avec toi-même sur les tâches qui sont vraiment prioritaires et le reste, qui sont vraiment urgentes et le reste. Parce que on a aussi tendance, et justement à se voiler un peu la face, et justement j'en reparlerai après, à se faire croire que non, moi je suis très occupée, j'ai plein de responsabilités, j'ai plein de choses urgentes à faire, mais ça parfois aussi ça cache, comme la phrase qui m'énerve un peu depuis des années, qui est je n'ai pas le temps parce que nanana. Mais en réalité, le temps, en fait, c'est nous qui le créons aussi. C'est aussi nous qui sommes qui avons le pouvoir en fait de dire bah voilà, je veux mettre ça dans mon temps ou pas ça, etc. Et du coup de vraiment se pencher sur ça pour pouvoir se respecter, respecter son énergie, respecter ses limites, respecter son corps et pouvoir justement jongler aussi. Donc moi ce que je recommande aussi par rapport à ça, c'est d'essayer de, au lieu d'avoir toujours un planning qui est mis à son max, c'est-à-dire de faire comme si on était des êtres humains parfaits, avec jamais de baisse d'énergie, jamais de baisse de charge émotionnelle, charge mentale, etc. Et du coup d'avoir un planning organisé sur sa semaine qui est toujours au taquet, comme si voilà il n'y avait pas de phase de mou, bah, c'est de faire peut-être 3 plannings différents. Un quand on est en surénergie, moi ça m'arrive d'être à 150%, et puis des fois juste à 80%, et des fois je suis à 50%. Et du coup, d'avoir un planning, en fait, moi, c'est en tout cas, enfin voilà, je vous partage ce qui fonctionne pour moi, mais peut-être que ça fonctionnera pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment un partage personnel. Mais ce que j'ai fait pour moi, c'est vraiment un planning qui m'offre cette souplesse, en fait, le plus possible. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on pourra peut-être pas enlever, hein, voilà, c'est clair, mais il y a quand même des petits choix à faire, et quand on se penche vraiment, moi j'ai vraiment, je me suis placardée, et là, au moment où je vous parle, j'ai mon grand tableau devant moi, où j'épingle des trucs, c'est un tableau en liège, j'épingle des trucs dessus, et j'ai vraiment un planning que j'ai construit avec le temps, pour vraiment soutenir en fait mon énergie, soutenir qui je suis, mais c'est passé par cette phase d'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir ce qui m'épuisait, ce qui me drainait, ce qui me réénergisait, apprendre à savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas faire aussi, et à vraiment aussi faire un vrai travail d'honnêteté, de sincérité sur, bah voilà, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, vraiment urgent, qu'est-ce que je fais parce que je fuis quelque chose, qu'est-ce que je fais parce que j'adore le faire, mais que voilà, faut aussi que je respecte les choses qui doivent être faites, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà, moi c'est ce que je recommande de faire. C'est encore une fois un travail en profondeur, parce que ça demande vraiment de se poser sur une introspection de sa vie, de son organisation, de soi, et vraiment de faire preuve de sincérité en fait envers soi-même, je trouve, et envers sa vie aussi. Et d'arrêter de se dire tout le temps non mais moi en fait j'ai pas le temps de faire du sport, ou moi j'ai pas le temps parce que j'ai ça, non non non. Et que là ça va peut-être piquer ce que je vais dire, mais que parfois peut-être aussi tout ce qu'on s'est rajouté tout au long de sa vie, est-ce que c'est pas pour se sentir peut-être utile, important, ou que bah, ça nous permet de moins justement venir ressentir certaines choses, ou que ça nous permet de nous faire sentir vivants, j'en sais rien. Sur le coup, ça nous a peut-être fait sentir ça, mais que peut-être à un moment donné, s'il y a cette fatigue et cet épuisement qui arrive, bah, c'est peut-être pour nous dire eh, coucou, ça t'a peut-être porté pendant un temps, mais là maintenant peut-être que t'as peut-être le droit de ralentir, et peut-être que ça ne te convient plus. Peut-être que ça t'a convenu à un moment, parce que voilà, t'avais besoin de te prouver des choses, t'avais besoin de te sentir utile, t'avais besoin de répondre à la vie comme ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, justement, cette fatigue, elle vient parce que bah stop, en fait ça n'a plus lieu d'être, et il faut simplement revoir les choses, revenir sur des choses qui sont devenues des habitudes de vie, et simplement les remettre à leur place. Bref, là je digresse beaucoup, mais c'est un sujet c'est tellement quelque chose qui me prend les tripes, que du coup, voilà, je commence déjà à digresser. Je sens que ça va être un épisode très très long. Préparez du temps devant vous. Alors, la deuxième chose, ça rejoint... à chaque fois, les points vont un peu... À chaque fois, vous voyez que je fais des parallèles entre tout, parce que finalement, tout est lié pour moi. Il n'y a pas un trait qui est séparé du reste. C'est corps, esprit, cœur, ensemble. Voilà, c'est tout interconnecté. Donc, le prochain point que j'ai noté sur les 12, c'est...
quand on ressent en fait un épuisement nerveux ou émotionnel. Donc ça rejoint aussi cette fatigue corporelle qu'on peut ressentir. Mais là, ça va être encore plus précis dans le sens où vraiment il y a une surcharge mentale, il y a un stress qui est prolongé, il y a des micro-traumatismes qui s'accumulent aussi en soi, et même si en fait on ne le voit pas forcément, ce qui nous épuise, le système nerveux, lui, il le ressent. Et en fait, ça va nous occasionner vraiment cette agitation intérieure en permanence, on commence à perdre en clarté, on commence à perdre notre sommeil de qualité, on commence à avoir le souffle coupé. On sent en fait des signaux physiques, physiologiques, qui s'opèrent avant même en fait que nous on en prenne vraiment conscience. Parce que quand on est dans cet état-là, on parle beaucoup sur TikTok, les réseaux sociaux du mode survie, et c'est un peu ça. C'est qu'en fait, on bascule dans ce mode de survie qui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on vient activer tellement tout le temps le système sympathique, donc le système vraiment qui nous permet de fuir, de combattre de manière instinctive. On vient en fait tout le temps venir activer ce système-là. Sauf qu'on a un autre système en nous, notre système nerveux, il y a le système sympathique et parasympathique. Et le système parasympathique, on en a besoin parce que c'est lui qui va nous permettre de digérer les choses, qui va nous permettre de nous reposer, de nous régénérer et plein d'autres choses. Donc du coup, à force d'être dans cette surcharge et de ne jamais prendre le temps de repasser dans ce système parasympathique, fait que le corps se déséquilibre. On a du mal à en sortir en plus du coup, donc c'est un peu traître, c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de t'es bloqué dans un mode de survie, t'es bloqué dans un mode de survie, et beaucoup de gens sont bloqués dans le mode de survie de nos jours. C'est ça que ça veut dire en fait. Et pour répondre à ça, et si je rajoute avant de passer un peu aux solutions concrètes pour pouvoir dépasser ça, c'est que aussi quand on est dans ce système-là, on peut ressentir vraiment des palpitations, justement comme je le disais tout à l'heure, des palpitations cardiaques, un souffle coupé, un souffle court, une difficulté à inspirer ou à expirer. On peut ressentir un sommeil très agité, on a du mal à s'endormir le soir. D'un coup, ça devient très dur de s'endormir. Le matin, on se réveille, du coup, on est tout de suite fatigué. Ça peut occasionner aussi des sauts d'humeur, de l'irritabilité, et puis à force, de la baisse de motivation, de la perte d'élan, parce que le corps aussi derrière va se fatiguer. Enfin voilà, c'est une cascade en chaîne, comme je vous disais, tout est lié. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là, quand on commence à prendre conscience, et c'est là où c'est important, le point d'avant, de se créer de l'espace pour ne rien faire aussi, et pour pouvoir écouter quand même son corps, parce que sinon on ne se prend jamais conscience de son état, donc c'est bien dommage parce qu'on empire le truc, alors que si on prend du temps pour juste se mettre en position de lotus, ou même juste allongé par terre, et juste ressentir juste ce qui est en train de se passer, j'ai le souffle coupé, putain j'ai des palpitations cardiaques, bon souvent on s'en rend compte quand on commence à plus dormir, à se réveiller le matin fatigué, ça va être derrière de mettre en place des petites actions pour venir repasser dans le système parasympathique. Donc là, je vous l'apprends pas, je pense, mais les pratiques de régulation du système nerveux, ça va être la respiration consciente, donc vous pouvez faire des respirations très simples, comme par exemple la cohérence cardiaque, la respiration carrée, donc c'est 4-5 secondes, j'inspire, je bloque poumon plein, je reste 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, je reste 5 secondes, poumon vide, et je réinspire sur 5 secondes. Je reste 5 secondes, poumon plein, etc., etc. Et de faire ça plusieurs fois dans sa journée pour pouvoir simplement, déjà ça crée une bulle, ça nous sort de notre quotidien, de ce mode-là un peu automatique. Du coup, on se dit, attends, là je vais respirer, donc déjà ça met de la conscience, on vient se réancrer dans ce corps, et ensuite la respiration va être un pouvoir très fort pour pouvoir se réguler. Donc à force de le faire, ça va aider le corps à repasser dans ce système parasympathique petit à petit. Mais si on est vraiment resté longtemps et que parfois ça peut prendre un peu de temps, de repasser dans ce système, mais en général c'est quand même très puissant en fait de changer la physiologie de son corps avec la respiration.
C'est très puissant, ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, la respiration consciente, remettre des petites fenêtres comme ça dans sa vie pour pouvoir respirer. Du mouvement lent, du yoga, de la mobilité, de la souplesse, de la marche aussi en nature, parce que la nature soutient aussi, ça aide vraiment à apaiser, à revenir dans ce système parasympathique. Donc moi je conseille d'aller se balader sans musique en fait, sans musique, sans podcast dans les oreilles, sans rien, juste avec le bruit des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles et soi-même. Et c'est tout. Et c'est ça qui va permettre aussi de pouvoir repasser dans ce système parasympathique. Donc il faut avoir des moments de vide. Et surtout pas des moments, et c'est souvent ce que je remarque que les gens font, c'est surtout pas des moments où on est d'un coup, bah ouais, ok, je suis fatiguée, je sens que je suis à plat, je suis vraiment, je dors mal, donc du coup je me pose dans le canapé et je suis sur TikTok, je scroll, ou je scroll à la télé, ou voilà. Pour moi, ça marche pas parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe quand on est sur les réseaux, notamment comme ça, et qu'on scrolle bêtement de manière automatique, ou même à la télé, à force de regarder plein de trucs, c'est que déjà, ça ne repose pas le système nerveux, parce qu'on est en train de regarder un truc, donc ça vient envoyer des shots de dopamine, des shots de plein de choses en fonction de ce qu'on regarde aussi. Donc en fait, ça ne repose pas réellement le système nerveux. On a l'impression qu'on repose, on repose peut-être un peu notre corps, éventuellement, parce que bah du coup on est posé dans le canapé, mais on repose pas le reste. Et il y a vraiment différents types de repos. Il y a vraiment le repos physique, le repos émotionnel, le repos mental, le repos spirituel. Il y a différents types. Il y a Macadam qui est juste à côté. Oui, mon cœur. Qui est juste à côté, qui fait dodo et qui vient de se réveiller. Du coup, quand elle se réveille, elle est trop choups parce que elle fait vraiment miaou, miaou, comme ça, comme si on dirait qu'elle était tellement lointain. Je pense qu'elle part en état de conscience modifié quand elle dort, genre elle part dans des voyages de ouf, des voyages astro, je sais pas. Mais quand elle se réveille d'un coup, c'est vraiment, on dirait qu'elle est revenue de tellement loin, genre miaou, miaou, je suis là. C'est trop drôle. Enfin bref, voilà, Macadam qui se réveille. Bref, je reviens à nos moutons. Oui, les pauses digitales, etc., ce n'est pas... Enfin, oui, faire de la pause digitale, c'est vraiment bien pour pouvoir reposer au niveau, justement, émotionnel, au niveau mental, au niveau du système nerveux. Donc voilà, il n'y a pas que le repos physique à ce moment-là. Et je remarque parfois que on croit que en restant tranquillement chez nous, posé dans le canapé, ben ça suffit. Mais en fait, non, on n'est pas en train de reposer vraiment au niveau nerveux. Voilà pour ce deuxième point. Je ne sais pas si toi, présentement, tu te reconnais spécialement dans ce point-là, mais si tel est le cas, dis-le moi et dis-moi ce que tu auras mis en place pour pouvoir justement te soutenir. Alors j'accélère un petit peu, sinon on n'aura jamais le temps de faire tous les points. La troisième chose, c'est quand on porte des charges invisibles. Quand on ressent vraiment aussi de la fatigue comme ça inexpliquée, etc., des pertes d'élan, c'est qu'en fait derrière, il y a une charge invisible, donc ça rejoint aussi les premiers points, euh, où on porte des je dois, il faut, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça parce que sinon on va penser ça de moi. En fait, c'est plein d'injonctions, de croyances, de loyauté inconsciente aussi. C'est vraiment des poids silencieux en fait qu'on porte sans s'en rendre compte et qui sont souvent hérités ou appris depuis l'enfance, voire d'avant. Et voilà. Et là, c'est vraiment des moments, enfin des trucs à prendre conscience. Et pour en prendre conscience, eh ben, il faut pratiquer vraiment une introspection radicale. Et pour ça, bah, moi, c'est ce que je propose aussi dans ce que je vous propose, hein, pour venir vous introspecter radicalement et venir vraiment changer les choses en profondeur et justement dépasser ce genre de blocage-là. Parce que ça peut vraiment créer des blocages inconscients. Ça peut vraiment créer de la fatigue à terme, des pertes d'élan, de la perte de motivation cyclique, sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est assez bâtard. Et ça crée un vrai blocage. Ça crée un peu ce truc de plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser et qu'à chaque fois on se retrouve au même point. On dit mais purée, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis toujours démotivée au même stade, ou pourquoi à chaque fois que je lance quelque chose je finis par perdre l'élan. Bah peut-être que justement derrière il y a des poids invisibles que tu portes et qui t'empêchent en fait de dépasser ça. Peut-être que je prends un truc dont on parle souvent, mais par exemple, chez les entrepreneurs, souvent, la question de je suis plafonnée, je n'arrive pas à dépasser tel chiffre d'affaires tout le temps, en fait, je suis bloquée à tel chiffre d'affaires, bah peut-être qu'il y a une relation à l'argent qui est pas...
qui est pas abondante. Peut-être qu'il y a des croyances aussi que si jamais tu gagnes de l'argent, bah tu deviens une mauvaise personne, que peut-être si tu gagnes de l'argent, bah tu vas être séparé de ta famille, enfin t'as pas de loyauté familiale parce que toute ta famille elle galère et toi bah t'auras l'impression du coup de plus être dans le clan, dans la tribu. Enfin voilà, c'est un cas, enfin c'est un exemple. Mais derrière, il peut y avoir ce truc-là qui crée un blocage et qui crée de la fatigue à terme. Parce qu'à force, en plus, ça nous fait perdre confiance. On se dit, mais Enfin, je suis vraiment nulle, qu'est-ce qui cloche chez moi? Et en plus, ça nous maintient en plus dans ce truc de victimisation que je déteste, où vraiment, en fait, du coup, on se victimise, on se dit, mais j'y arrive jamais, j'y arriverai jamais, etc. Parce qu'en fait, on sent quelque chose au fond de nous qui bloque, donc c'est pas forcément faux, du coup, ce qu'on perçoit, mais ça veut pas dire que, en fait, tu le dépasseras jamais, ça veut juste dire que tu regardes pas, tu fais pas les bonnes actions pour pouvoir le dépasser. Donc là, ce que je recommande, c'est vraiment d'aller dans des thérapies psychocorporelles, comme avec ce que je fais avec le breathwork ou ce genre de choses, parce que en fait ça va permettre de venir libérer ça, de venir faire circuler ça, et de surtout le porter de venir le révéler dans la conscience, et petit à petit du coup de pouvoir en prendre conscience dans sa vie et pouvoir agir en fonction de ça, sans que ce soit inconscient. En fait, de vraiment se dire, ah ouais, là en fait je suis en train d'agir par loyauté. Ah là, je suis en train d'agir par cette croyance que j'ai. Donc ça veut pas dire que ça va se régler du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il y aura de la conscience dessus et que petit à petit, pas à pas, tu pourras le dépasser parce que tu vas pouvoir reprendre du pouvoir en fait sur tes actions dans ta vie. Typiquement, par exemple, bah voilà, moi je fais ça parce que j'ai peur d'être abandonnée. Enfin non, plutôt, un exemple, je ne fais pas ça alors que j'aimerais parce que j'ai peur que la personne avec qui je vis m'abandonne parce que pour elle c'est pas comme ça qu'elle m'a connue, c'est pas ça qu'elle aimerait pour notre couple, j'en sais rien, et du coup j'ai peur en fait que finalement ça occasionne un rejet voire même un abandon parce que la personne va se dire ça, etc. Bon, déjà première chose, ne pas faire de suppositions. Est-ce que déjà j'en ai parlé avec cette personne, avec mon conjoint ou ma conjointe, et est-ce que vraiment c'est ce qu'elle pense? Parce que ça se trouve déjà moi-même je me fais mon propre film dans ma tête parce qu'il y a mon mental qui a tellement peur d'être abandonné que du coup il projette plein de choses, il fait plein de suppositions alors qu'en fait il n'y a rien. Donc déjà la première chose c'est de toujours communiquer, de venir vraiment expliquer sa démarche, expliquer ce qui se passe. Et demander clairement à la personne ce qu'elle ressent et ce qu'elle en pense aussi. Déjà, ça peut désamorcer les choses. Et deuxièmement, bah derrière, c'est de prendre conscience que, en fait, je ne fais pas cette chose-là parce que j'ai peur. Donc, c'est une peur d'une blessure profonde qui m'empêche finalement, qui me crée en fait cette barrière, qui me crée ce plafond de verre que je ne peux pas dépasser. Donc ça va être de petit à petit mettre en place une petite action, comme déjà parler, tout simplement. Deuxième petite action, bah vas-y, je m'inscris, par exemple, je sais pas, je ne m'autorise pas à devenir la plus grande danseuse de tous les temps, bah hop, vas-y, je m'inscris à un cours de danse, je vois ce que ça donne, step by step en fait, et de petit à petit désamorcer, parce que plus tu vas faire des petites actions comme ça dans ton quotidien, une fois que tu as pris conscience de la charge qui t'en empêche, de la charge invisible qui t'en empêche, bah, plus tu vas rassurer le système nerveux, plus en fait tu vas te rendre compte que tout va bien en fait, et qu'il n'y a pas de mal, que t'es pas en train de tout perdre, que tout n'est pas en train de s'effondrer, et voilà, tu reprends confiance aussi. La prochaine chose qui nous fatigue beaucoup, qui peut vraiment nous amener à nous fatiguer à outrance et nous faire perdre notre élan, hein, clairement, et nous faire perdre notre sens aussi, c'est d'être trop dispersé. Donc là, ça rejoint aussi ce que je vais dire après avec le manque d'ancrage, etc. Mais trop de dispersion, c'est vraiment une énergie qui est éparpillée. Il y a 1000 directions à la fois, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de vision, et du coup, il n'y a pas de direction. Donc quand tout est flou, en fait, ben, souvent on se désaligne, on s'éloigne un peu de notre axe. Donc moi je peux en parler parce que je suis un peu la fortiche dans ce domaine. Les personnes qui sont un petit peu,
qui aiment bien toucher un peu à plein de choses, qui s'intéressent à mille et une choses, qui ont envie de faire mille et une choses, qui vivent un peu comme ça par les deux bouts, se reconnaîtront sûrement dans ce point-là. Et c'est pas que votre énergie en fait n'est pas bonne, mais simplement que vous devez apprendre à ce moment-là à la canaliser différemment peut-être que quelqu'un d'autre qui aura moins tendance à se disperser. Mais c'est bien aussi de se disperser. C'est pas forcément que c'est un mal dans le sens, c'est pas que c'est mal d'être polyvalent ou d'avoir mille passions, etc. C'est simplement que quand on décide d'aller dans une voie, par exemple, je sais pas, j'ai envie de reprendre le sport et moi ce que j'ai vraiment envie, comme je prenais l'exemple d'avant, c'est vraiment de faire de la danse, de m'améliorer en danse, je vais pas en fait commencer à faire de la danse, puis en fait, ah mince, en fait j'ai aussi envie de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis en fait, voilà, ça crée une surcharge parce qu'il n'y a pas le temps de tout faire, ça disperse l'énergie, alors qu'à la base, moi ce que je voulais c'était vraiment faire de la danse et vraiment apprendre la danse. Donc c'est peut-être se donner l'occasion de d'abord construire clairement ce que l'on voulait, le pourquoi du début en fait, et ce qu'on voulait au départ. Revenir vraiment au centre et construire des fondations suffisamment solides autour de ce centre pour pouvoir consolider en fait déjà ce premier axe et peut-être ensuite au bout d'un an de danse ou 2 ans ou même un peu moins, je sais pas, mais c'est de sentir que ah ok ça y est c'est suffisamment ancré. Cette habitude, cette direction est suffisamment ancrée, je peux en ajouter une nouvelle. Je peux ajouter une nouvelle branche, en fait. Et en fait, c'est vraiment comme un arbre qui pousse, c'est qu'au début, il y a vraiment besoin d'abord de racines, d'enracinement, et puis après, il y a un tronc qui pousse, et une fois que ce tronc est suffisamment solide, il y a des branches qui émergent, et puis plus ça grandit, plus le tronc doit grandir aussi pour supporter toujours plus de branches. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses, c'est que plus on a des racines qui vont profondément et plus le tronc peut grossir, plus on peut avoir de branches en fait. Mais on peut pas avoir 10 000 branches, c'est vraiment quelque chose que je faisais avant, on peut pas avoir 10 000 branches en haut avec un tronc tout petit, c'est la cassure, enfin c'est l'arbre qui va tomber à coup sûr en fait au bout d'un moment. Donc l'idée, en fait, pour les personnes qui se reconnaissent dans ce point, c'est vraiment de choisir une seule chose à la fois et vraiment l'honorer à fond. De l'honorer à fond avant de rajouter. Ça ne veut pas dire que on abandonne les autres choix, mais c'est vrai qu'on est quand même obligé de choisir à un moment donné. Et c'est très dur pour moi de vous dire ça parce que je suis une Sagittaire qui ne sait pas choisir. C'est un calvaire, je vous le dis, de choisir, c'est horrible. J'ai toujours l'impression que, moi clairement la phrase choisir c'est renoncer, ça me met en PLS quoi. Et voilà, c'est quelque chose qui s'apprend à faire et qui est vraiment bonne à faire pour soi pour pouvoir vraiment construire des choses dans sa vie, construire une routine de vie, construire une hygiène de vie, construire une entreprise qui est alignée à soi, par exemple, construire un projet professionnel, construire une vie de famille, enfin tout. Donc voilà, j'apprends à m'enraciner, j'apprends à canaliser ce feu aussi, et du coup, voilà, je vous parle un petit peu de ma vision des choses par rapport à ça et de comment concrètement le faire, c'est-à-dire de vraiment choisir une chose et vraiment poser des actions pour pouvoir s'enraciner dans cette chose-là avant d'en rajouter. Donc l'idée c'est de faire moins mais mieux, de faire moins mais mieux. Et petit à petit, une fois qu'on arrivera à faire ce moins vraiment très bien, on arrivera à faire un peu plus, et un peu plus peut-être. Mais l'idée, c'est pas de faire tout, parce que c'est comme ça qu'on a l'impression qu'on va réussir à tout faire. Au contraire, on arrivera à moins faire. Ça rejoint le point d'avant où parfois moins on en fait et plus on est efficace en fait. C'est l'idée d'avoir du repos et de l'ancrage suffisamment profond pour pouvoir derrière vraiment s'expandre en fait puissamment. Maintenant pour le prochain point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est justement d'aller chercher tout ce qui est dans son monde intérieur, tout ce qui est dans l'invisible. Donc je vous en ai parlé un petit peu juste avant. Donc tout ce qui est dans les peurs inconscientes. Et aussi je rejoins avec le point juste après parce que comme ça va me permettre de faire directement un point réuni avec aussi les mémoires des échecs passés. Parce que ces peurs, elles viennent soit de trucs irrités, soit de trucs qu'on a appris, qu'on a été éduqué comme ça, par exemple la peur de réussir, la peur de déranger, la peur du regard des autres, la peur de sortir du connu, etc. Donc ça agit dans l'ombre et ça sabote vraiment l'élan. Donc ça, c'est
c'est vraiment aller à la rencontre en fait de son monde intérieur, de ses ombres et de vraiment mettre en lumière ces ombres. Donc mettre en lumière ces peurs-là, les écouter réellement et puis les libérer petit à petit. Comment? En posant des micro-actions pour reprendre confiance et désactiver en fait le mécanisme de protection. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on a ces peurs? C'est qu'en fait ces peurs sont là. Et c'est pareil quand on a justement vécu un échec dans le passé, c'est qu'il y a une peur il y a une mémoire en fait qui va se cristalliser dans le système nerveux, dans le corps. Donc une peur qui va aussi émerger. Pourquoi? Parce que notre système veut nous protéger, pour pas revivre ça. Parce que lui, il est là pour nous protéger. Donc il veut pas revivre quelque chose qui était pas agréable à vivre et qui nous a mis vraiment dans le mal. Pareil pour les peurs qui nous viennent d'héritage, donc de l'éducation ou de nos parents ou autres. C'est pareil, en fait ça vient cristalliser une peur parfois qu'on n'a pas vécue, mais qu'on a vécue à travers l'autre, ou que l'autre nous a transmis, nous a appris. Par exemple, typiquement, ta maman a peur au volant, et elle a tellement eu peur au volant pendant que t'étais petite, tout le temps, et quand t'as appris à conduire, etc., que toi t'as peur aussi au volant, alors qu'à la base t'as rien eu, t'as jamais eu d'accident, c'est toujours très bien passé, mais t'as peur quand même au volant. Ça c'est justement une peur qui a été héritée, qui a été apprise sans forcément l'avoir vécu. Ça crée malgré tout un traumatisme. En fait, c'est un micro-traumatisme qui se crée dans le corps. C'est une empreinte. Ça laisse une mémoire. Et quand on a ça, ça peut véritablement créer des blocages. Typiquement là, dans cet exemple-là, ça va t'empêcher peut-être de passer le permis. Tu vas rater ton permis. Voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ratent leur permis et qui n'arrivent pas en fait à l'avoir parce qu'il y a cette peur-là qui est vraiment là, qui est ancrée, alors qu'elle ne leur appartient pas, ou peut-être que si, mais voilà, dans tous les cas, ça les bloque, ça crée un blocage clairement dans leur vie, en fait, de tous les jours. Là, l'idée, c'est vraiment de venir travailler, pareil, en thérapie, déjà, de venir aller vraiment explorer ces peurs-là en se sentant en sécurité et en confiance, toujours, évidemment, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, s'il n'y a pas de cadre de sécurité et de confiance, vous n'irez jamais aussi profondément dans votre monde intérieur que quand vous avez ce cadre de sécurité et de confiance. Pourquoi? Parce que, justement, on est en train de travailler avec le mental et le système nerveux qui, lui, veut vous protéger. Donc si déjà il est dans un environnement, c'est comme si vous venez en session avec moi, que c'était n'importe nawak, que du coup vous vous sentiez pas du tout en sécurité, et que du coup, vous allez pas du tout aller en profondeur, en fait. Donc c'est pas du tout l'idée. Le but, justement, et c'est pour ça que c'est pour moi la posture que j'ai, le cadre que je crée, l'espace que je crée, c'est le plus important dans mon travail et dans mon métier d'aujourd'hui, plus que tout le travail énergétique et tout ça, à la limite, c'est important aussi, mais le plus important, c'est vraiment le cadre, la posture, etc. Parce qu'en fait, si les gens mettent les pieds dans cet espace-là sans se sentir en confiance et en sécurité, on va gratter la surface. Les gens n'iront pas en profondeur et n'iront pas justement à la rencontre de leur peur, tout ce qui s'est cristallisé, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une sécurité pour que on puisse explorer réellement ces mémoires et ces peurs inconscientes qui sont là, qui sont cristallisées, pouvoir éventuellement les libérer s'il y a eu des traumatismes et que vraiment c'est cristallisé dans le corps, et aussi de pouvoir derrière, après dans sa vie de tous les jours, avoir la confiance et la sécurité intérieure nécessaire et qui est là pour pouvoir mettre en place des micro-actions qui vont permettre encore plus de prendre confiance et de venir avancer dans sa vie de tous les jours. Donc typiquement, pour le coup du volant, ça va être de peut-être faire des toutes petites phases de conduite, de vraiment y aller petit à petit, mais selon moi, dans certains cas, ça suffira pas juste les actions, parfois il y a besoin de passer par ce cadre un peu thérapeutique où justement on vient passer par le corps parce qu'il y a vraiment quelque chose à libérer dans les cellules en fait, dans le corps physiologiquement, et que tant qu'on libère pas ça, la personne se retrouve bloquée. Et c'est pour ça que je vous parlais dans l'épisode de la semaine dernière que pour moi ce n'est pas un manque de volonté en fait quand on est bloqué. Souvent les gens vont me dire ah mais tu manques de volonté, tu fais pas de sport, ou tu manques de volonté parce que tu fais pas ci, ou t'arrives pas à ça, ou alors t'es une fragile, ou etc. Mais en fait non, c'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe en fait, parce que
la personne qui veut vraiment et qui essaye de passer le permis, qu'elle le rate à chaque fois parce qu'il y a un blocage qui l'auto-sabote, bah c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Après, ça peut être aussi la peur de s'engager dans sa vie et d'avoir le, le, le permis qui va lui permettre de trouver un travail et qu'en fait, il peut y avoir vraiment des causes profondes. Donc l'idée, c'est d'y aller petit à petit et de venir désamorcer ça petit à petit. Et si c'est quelqu'un qui a beaucoup de traumatisme ou de blocage, bah c'est de désamorcer un par un. Et surtout pas d'enfoncer la porte grande ouverte d'un seul coup et de tout régler en une séance ou que sais-je. Non, évidemment, ça va y aller step by step. Et c'est très important de respecter ça. Moi, c'est ce que je dis souvent dans mon travail avec vous, c'est que je vous dis toujours, voilà, on n'enfonce pas des portes, on n'enfonce pas les portes comme ça, on vient pas tout ouvrir et forcer les choses. On vient en fait travailler sur ce que le corps est prêt à travailler. Donc ça veut dire que c'est le corps qui dicte la danse parce qu'en fait, c'est justement le corps qui va nous dire ok, là je me sens suffisamment en sécurité pour ouvrir cette porte. Voilà. Point barre. Et c'est pour ça qu'on passe par ce système de posture de sécurité qui est très importante parce que plus on met ce cadre de sécurité, plus la personne se sent en sécurité, plus les portes vont s'ouvrir. Et donc, parfois, il y a des gens qui vont ouvrir beaucoup de portes d'un coup, ou une grosse porte d'un coup, parce que voilà, c'est le bon moment, ça y est, ils sont prêts, et le cadre leur permet. Et parfois, ça va être petite porte par petite porte. Et c'est pour ça aussi que je vous parle souvent de quand même de régularité avec soi-même, parce que parfois, il y a besoin d'y aller en douceur et d'y revenir, de revenir dans son monde intérieur, d'y revenir encore. Et puis parfois, à l'inverse, il y a des personnes qui vont vivre une grosse libération d'un seul coup et qui vont avoir besoin d'un petit temps de pause derrière un petit temps d'intégration pour pouvoir, avant d'aller chercher la prochaine porte, le prochain step. Voilà. Donc, respecter son rythme et respecter sa sécurité intérieure avant tout pour pouvoir vraiment aller travailler tout ça et après, derrière, mettre en place des micro-actions pour pouvoir reprendre confiance dans sa vie et avancer concrètement dans sa vie. Parce que c'est très important, derrière, d'avoir des résultats concrets dans sa vie tous les jours pour voir son avancement et voir que ah bah oui, il y a des choses qui se débloquent, ça y est, je suis content, je continue. Alors parfois, il peut aussi y avoir ce genre de fatigue inexpliquée, de blocage, de perte d'élan, de motivation, quand il y a un désalignement ou quand on est dans un état de transition. Pareil, je rejoins un petit peu ces deux prochains points. Alors, le désalignement, c'est quand en fait on force dans une direction qui n'est plus juste pour nous, qui nous épuise, qui nous tire vers le bas, mais on continue. Typiquement, prenons un exemple bateau, mais voilà, il y a un travail qui ne nous nourrit plus, qui nous épuise au possible, que quand on se lève le matin, on a la boule au ventre, ou en tout cas on n'a pas de motivation à y aller, on perd le sens, et que ça, c'est parce que parfois ça peut être passager, parce qu'il y a parfois, attention, parce que je mets la parenthèse quand même, parce que c'est important, parfois on traverse une phase comme ça, avec son travail, mais c'est ok, parce que derrière, il y a eu une fatigue plutôt, comme on le disait au tout début, physique, nerveuse, donc il y a juste besoin de repos, il y a besoin de revenir à soi, il y a juste besoin de vacances, il y a besoin juste de revenir au centre, à l'essentiel, à soi, de s'offrir un temps de pause, etc. Mais si ça perdure, si malgré tout ce qu'on a mis en place avec tout le reste qu'on vient d'énumérer, et que ça reste, et que en plus la vie nous envoie plein de signes de justement de bah un coup je me blesse, je deviens dispersée au travail, j'arrive plus en fait à me concentrer, je suis de plus en plus étourdie, je suis de plus en plus fatiguée, le soir j'ai du mal à m'endormir parce que je cogite déjà au lendemain, enfin si on perd cette paix intérieure et que voilà on commence à se dissocier de son corps en fait petit à petit et qu'on finit par manquer d'ancrage, c'est probablement qu'il y a aussi un désalignement. Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, vivent ça et ne s'autorisent pas à changer de vie, à changer quelque chose dans leur vie. Parce que là, on parle de travail, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être une relation à soi, ça peut être dans son hygiène de vie, on va droit dans le mur et puis ben, du coup, le corps ne suit plus et voilà, il y a quelque chose qui nous fatigue. Bon là, concernant l'hygiène de vie, c'est
clairement même physiologique et physique, hein, c'est que on détruit aussi la machine, donc forcément ça vient opérer de la fatigue, etc. Donc évidemment, si déjà il n'y a pas d'hygiène de vie, etc. de base, la fatigue chronique, la perte de motivation, la perte d'élan, comme je l'ai déjà dit, il me semble, dans l'épisode dernier, c'est que ça va venir dérégler la machine, dérégler tout ce qui est hormonal, et derrière, plus de dopamine, ou en tout cas dérégulation au niveau de la dopamine, de l'endorphine, de la mélatonine, etc. etc. Et du coup, on ressent en fait des symptômes derrière de perte d'élan, de motivation, de fatigue, etc. C'est logique. Donc, c'est pour ça que la base des bases, c'est quand même d'avoir une hygiène de vie qui nous soutient, qui soutient notre corps, notre système nerveux. Et puis derrière, si on ressent de nouveau ce genre de symptômes, même si pourtant dans notre vie on fait tout, hein, pour on essaye de respirer, on s'offre des moments de pause, on essaye de prendre soin de nous, et qu'il y a ça, c'est probablement qu'il y a un désalignement plus profond et que peut-être là il y a une introspection à venir voir, qu'il y a quelque chose à réfléchir, à venir voir au fond de soi de est-ce que je suis toujours à la bonne place, est-ce que je me sens toujours alignée avec ce que je fais, est-ce que c'est toujours juste pour moi, est-ce que je suis vraiment connectée à ma boussole intérieure, à mon intuition, et vraiment voir en face ça, avoir vraiment de la clairvoyance, de la sincérité, et retrouver du coup retrouver de la clarté par rapport à ça, même si ça fait peur, et du coup de changer les choses, soit petit à petit, soit d'un seul coup, ça dépend un peu de sa manière de faire, mais en tout cas de prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire en ce sens. Donc voilà, pour ce point-là. Après, pour l'état de transition, c'est souvent un moment en fait qui est ok. Quand on ressent un moment un peu de vide, on sent que l'élan il est absent, mais en réalité en fait c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer d'abord en nous. Vous savez, c'est souvent cette phrase que j'utilise, que d'abord en fait ça vient de notre monde intérieur pour après émerger dans le monde extérieur. Là c'est ça. L'état de transition, c'est pas un désalignement, mais je dirais que c'est un désalignement temporaire. C'est-à-dire que on est en train d'évoluer, on est en train de changer, et il y a quelque chose qui s'opère en nous. Donc il y a en fait ce moment de vide fertile. Je dis de vide fertile parce qu'en fait c'est pas complètement vide. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer dans l'invisible, à l'intérieur de nous, dans ce monde intérieur. Et ça, c'est assez inconfortable. On a l'impression que du coup, on perd notre élan, on perd notre motivation. On peut même ressentir de la fatigue parce que c'est aussi un petit peu ce que notre corps nous envoie comme signal pour qu'on puisse justement ralentir et prendre du temps, parce que c'est pas le moment de lancer plein de projets, c'est pas le moment de venir prendre des décisions, c'est pas le moment de faire. Au contraire, c'est ce moment où on va ralentir, on va revenir dans tout ce qui nous fait du bien, dans ce qui nous réconforte, dans l'essentiel, manger ce qui nous fait du bien, nourrir son corps toujours de la meilleure façon pour le soutenir, de respirer, d'aller en nature, des mouvements comme d'habitude, et de vraiment s'offrir des moments de rien, de vide, justement pour pouvoir laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Parce qu'on est dans cet état de transition qui prépare notre évolution. En fait, notre évolution est déjà en train de se créer à l'intérieur de nous, est déjà en train de s'opérer. Et ensuite, une fois que ce sera bon à l'intérieur, que ce sera good, on va ressentir à nouveau cet état d'élan. Et l'élan va revenir naturellement. Donc là, c'est un cycle complètement naturel quand on est dans ce genre d'état-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'alarmer quand on ressent ça de manière cyclique et de manière... que ça part en fait, et qu'on observe que ça vient et que ça repart, parce que c'est complètement naturel. Donc là, c'est un mouvement qui est plutôt à observer, où on va plutôt se placer dans cet état d'observateur, où on va prendre le temps de méditer, on va prendre du temps pour soi, et on va laisser les choses se faire en toile de fond. C'est de l'intégration et de la digestion. Et ensuite, quand, entre guillemets, le nouveau soi sera prêt, l'élan va revenir de manière naturelle. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire dans cet état-là, si ce n'est de garder la confiance en soi, en la vie, et juste de s'observer, d'observer le process. Comment faire la différence entre un état de transition et un état de désalignement pur ? C'est que dans cet état de transition, si on se pose vraiment avec soi-même, au fond, on va sentir quelque chose au fond de soi. On va sentir qu'on est un peu perdu,
Mais en même temps, on a toujours quand même ce petit truc où on a envie d'avancer. On sent que on n'est pas complètement démotivé en mode déprimé. On n'est pas non plus déprimé au point de- c'est pas tout à fait le même sentiment que quand on est désaligné. On a vraiment ce truc de frustration qui peut arriver, vraiment de déprime profonde et très dure. Ça peut vraiment venir faire des maux de tête. Euh, il y a vraiment un blocage physique qui se crée avec vraiment des maux de tête, voire carrément même un corps qui se crispe. On va vraiment être dans un état aussi de peut-être même de somnolence. On commence à vraiment à être presque dans un état dépressif qui dure. Qui dure. Alors que pour l'état de transition, on va sentir malgré tout au fond que souvent c'est nous en fait qui sommes en résistance avec ça et qui nous créons des maux de tête quand on est dans l'état de transition parce qu'on se dit non, il faut que je continue, oh mince, je suis perdue, il faut que je retrouve ma clarté tout de suite, tout de suite. Mais en fait, en réalité, quand on lâche du lest et qu'on arrive à lâcher prise, on ressent de la paix. On ressent un peu de paix, en tout cas ça nous sérénise et on se dit non mais en fait tout va bien et on retrouve l'état de paix. Alors qu'avec le désalignement, c'est dur de retrouver un état de paix parce qu'on je pense, hein, moi c'est ma vision des choses, mais que quand on est désaligné, en fait, on peut pas être en paix parce que on est tellement décalé par rapport à ce qui est juste pour nous que ça devient presque, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je ressens, c'est que ça devient en fait une urgence vitale de se réaligner en fait dans sa voie, dans ce qui est juste pour soi. Alors que quand on est dans un état de transition, on sent qu'on n'est pas vraiment à côté de la plaque, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver et que juste bah ouais là on n'est pas au clair mais en fait c'est la clarté va revenir quoi. Donc voilà, j'espère que je suis claire quand je dis ça. C'est assez difficile à expliquer les nuances entre les deux états, c'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est aussi à force justement de se créer du vide et des moments de rien pour se laisser être dans ces états-là, même s'ils sont difficiles à ressentir parce que c'est inconfortable et c'est pas hyper chouette à ressentir quand on n'est pas bien. Mais c'est ça qui va aussi permettre derrière de vraiment savoir, de faire le point en fait réellement de où j'en suis et est-ce que je suis dans un état de transition ou un état de désalignement. Mais en réalité, en se posant la question, si vraiment on fait le vide et qu'on arrête de se voiler la face, on, on répond très facilement à la question et on le sait au fond de nous. On le sait au fond de nous en fait. Donc voilà. Donc j'espère que quand même je suis assez claire. Pardonnez-moi, mais c'est super difficile à vraiment retranscrire. Mais voilà, dites-moi si vous avez des mots des mots à mettre sur ce genre d'état, si ça vous est déjà arrivé et que voilà, vous avez réussi à voir la différence et à ressentir la différence. Ça m'intéresse vraiment. On arrive sur les derniers points et là ça va vraiment revenir dans le corps, vraiment dans le corps pour les quatre derniers points. Donc le premier point de ces derniers points, je sais plus auquel on est réellement, c'est l'absence de plaisir et de sens. Quand on perd le plaisir et le sens, c'est qu'en fait en réalité on perd la joie, la spontanéité, le pourquoi initial et ça nous fait perdre un peu cette joie, cette spontanéité de départ. Donc là, l'âme, elle s'éteint un petit peu. L'idée vraiment dans ce moment-là, c'est vraiment de souffler, de s'offrir de l'espace pour souffler, mais au-delà de ça, de s'offrir de l'espace pour retrouver de la joie, de la spontanéité dans sa vie, et d'arrêter de tout planifier, d'arrêter de vouloir toujours tout faire bien, d'arrêter de vouloir passer justement de son état de transition, de son vide à son élan créateur, d'arrêter de vouloir créer à tout prix, et juste de faire des choses simples, de revenir au simple, au vrai, au vivant, de rallumer cette petite étincelle en fait avec des petits plaisirs spontanés. Ah bah tiens, de se reconnecter vraiment à son corps et dire ah tiens mais ok là vas-y aujourd'hui je prévois rien, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi. Et spontanément, bah vas-y j'ai envie d'aller me chercher un croissant, vas-y j'y vais, vas-y là j'ai envie d'aller faire ça, je fais ça. Et vraiment en fait de s'offrir des plages, ça c'est très important je pense, c'est s'offrir des plages de temps dans son emploi du temps pour retrouver de la spontanéité, pour se connecter réellement à son corps et à son âme et d'aller faire ce que son corps, son âme réclame. Et de se faire vraiment plaisir, de se reconnecter à ce chakra sacré là, et vraiment se faire plaisir parce que quand on se déconnecte de ça de trop, ben on s'éteint. On s'éteint en fait à petit feu. En fait, ça c'est clairement un point
enfin tous les autres aussi, mais celui-ci notamment peut vraiment faire baisser l'énergie vitale, enfin nous faire sentir en fait justement baisser la vitalité. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Et du coup nous faire nous sentir vide, un peu fatigué, tout ça, parce qu'en fait on manque de vitalité, on manque de joie. En fait c'est même pas de la vitalité, c'est de la vitalité parce que en fait on manque un peu de spontanéité, de joie, de plaisir comme ça dans son quotidien. Le prochain point, c'est justement quand on a un corps, on manque d'ancrage et qu'on se déconnecte de son corps. Donc ça arrive très 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 souvent dans notre monde d'aujourd'hui où on se déconnecte de notre corps, on est trop dans notre mental et en fait justement on ressent plus. Donc ça rejoint le point d'avant où l'idée en fait c'est vraiment de se reconnecter à ce corps, de laisser les choses émerger, de les ressentir, de les accueillir, de les explorer. Parce que quand on se déconnecte de trop et qu'on mentalise tout, qu'on analyse tout, qu'on interprète tout, qu'on veut toujours tout comprendre, qu'on veut toujours tout lire, qu'on veut toujours faire mieux, qu'on veut toujours faire, on se déconnecte fondamentalement de nos ressentis et de notre corps. Et en fait, on oublie un peu trop souvent que notre corps, il est notre carte, il est notre guide aussi ici, dans notre vie. Et que beaucoup de choses passent par notre corps et que notre corps, c'est vraiment un allié. Alors que notre mental, parfois, il peut être un peu plus relou. C'est pas toujours aussi un bon guide. Il peut nous amener beaucoup dans nos doutes, nos peurs, etc. Et que quand on est trop dans le mental, donc trop perché, trop là-haut, on peut soit être tout le temps dans les peurs, les doutes, ruminer ce genre et devenir vraiment quelqu'un d'anxieux, de stressé, etc. Ça occasionne beaucoup de stress. Donc voilà, quand on parle de réancrage, de se réancrer, c'est de redescendre dans le corps en fait, de se dépercher. Et puis il y a aussi les personnes qui vont être trop perchées. Quand on utilise le mot perché, on pense souvent à ces gens-là. Mais pour moi, le mot perché, finalement, c'est les deux. C'est quand finalement t'es trop dans ton mental. Ça peut donner aussi des personnes qui vont tout le temps chercher du sens, chercher plus, aller tout le temps dans le monde là-haut, vouloir ressentir des trucs, voir des trucs, etc. Et en fait, ça déconnecte de la matière, ça déconnecte un petit peu de la réalité. Et en fait, l'idée, c'est de revenir vraiment dans le corps pour à nouveau ressentir ce corps, ressentir ce qui est en nous. Et c'est grâce à ça que vraiment ces personnes-là pourront avancer aussi dans leur vie. Sinon, en fait, elles restent tout le temps désincarnées, finalement, désincarnées, et elles ne posent pas dans la matière, elles ne sont pas forcément incarnées et ne construisent rien, donc leur arbre, justement, ne peut pas se construire, comme on parlait de l'arbre qui se construit avec plein de feuillages. Là, en fait, c'est compliqué. Et par rapport justement au manque d'ancrage aussi, c'est de se créer un environnement qui soutient. Donc souvent, on peut aussi sentir un manque d'ancrage parce que notre environnement n'est pas soutenant. Donc si on se sent vraiment seul, que c'est le chaos autour de nous, qu'il n'y a pas de cadre, que c'est instable, forcément en fait on essaye en fait d'avoir de l'élan dans un sol insécure. Donc ça rejoint encore l'image de l'arbre tout à l'heure quand je vous parlais de ce tronc qui s'enracine. On vient d'abord créer vraiment des racines profondes dans lesquelles on se sent bien ancré, bien stable, bien en sécurité, pour ensuite pouvoir construire plus haut. Et c'est exactement ça. Et en fait, dans son environnement de tous les jours, c'est pareil, c'est d'avoir un entourage aussi qui nous soutienne. Donc si c'est pas la famille, les amis, parce que voilà, c'est pas eux tout simplement et que eux nous apportent peut-être autre chose, mais pas ça, c'est peut-être d'avoir une thérapeute. Par exemple, moi je suis suivie, j'ai une psy, j'ai des thérapeutes aussi qui me suivent ponctuellement quand j'ai besoin, et c'est un soutien, c'est vraiment un soutien très précieux pour pouvoir me rester ancrée dans ce que je veux créer, dans ce que je suis. Parce que c'est pas aujourd'hui le rôle de ma famille, de mes amis, c'est pas leur rôle en fait dans ma vie. Et souvent, pendant très longtemps, je leur aurais reproché d'ailleurs parce que je manquais cruellement, et aujourd'hui je construis beaucoup mon ancrage et ma sécurité intérieure parce que c'est vraiment sur ce socle, j'ai vraiment compris avec les années que c'est avec ce socle que je pourrais vraiment construire quelque chose de sain et durable pour moi. Mais avant, en fait, je n'avais pas les références, je ne savais pas comment faire pour pouvoir me créer ce socle-là, me créer ce tronc solide, ces racines solides. Et je le cherchais à l'extérieur, donc je le demandais à mes amis et ma famille, mais en fait, eux ne savaient pas me l'apporter, ils n'étaient pas les bonnes personnes pour ça, et ça créait beaucoup de frustration, beaucoup de déception, et beaucoup de conflits aussi,
Et du coup, j'ai ensuite compris et accepté aussi que je pouvais le chercher ailleurs. Et en fait, je pense que construire un entourage qui nous soutient, c'est très 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 important. Tout comme construire une hygiène de vie qui nous soutient, c'est très très important. Moi, je l'ai ressenti ces dernières années, comme je vous en ai parlé, que j'ai pas fait de sport suite à ce que j'ai vécu comme un traumatisme d'échec quand j'ai arrêté ma première activité de coach sportive. Ben après, j'ai eu beaucoup de mal, mon corps a eu beaucoup de mal à se remettre au sport parce que je pense que pour moi, c'était le passé et que vraiment, c'était pour moi presque traumatique finalement ce rapport à mon corps avec le sport et tout. Et en fait, ça m'a beaucoup desservi parce que ça me permettait, le sport, de vraiment m'ancrer, de vraiment avoir un socle sécure, de vraiment prendre confiance en mon corps, en moi, et derrière d'avoir voilà, plus de sécurité intérieure, plus de confiance pour pouvoir faire toutes les autres choses. Et aujourd'hui, d'avoir repris ça, d'avoir recréé cette structure et ce cadre me soutient énormément. Ça crée vraiment de la confiance, de la sécurité et derrière, ça me permet de pouvoir enclencher plein d'autres choses. Donc mon tronc est plus solide pour pouvoir mettre d'autres branches. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est vraiment de se créer ce cocon, ce cadre soutenant, des routines simples, un espace rangé aussi. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien dans mon quotidien aussi, c'est de vivre de façon beaucoup plus minimaliste. Donc c'est d'avoir quasiment... Enfin, mon placard d'aujourd'hui, par exemple, de fringues et de vêtements par rapport à avant, n'a plus rien à voir. Enfin, maintenant, déjà souvent j'ai les mêmes tenues en double, quadruple avec des couleurs différentes parce que ça m'évite de devoir me rajouter une charge mentale à qu'est-ce que je porte. Bah voilà, non, là je sais que j'ai vraiment mes tenues qui sont pensées parce que je les aime vraiment profondément, elles me font du bien quand je les porte, elles sont pratiques et elles sont confortables et je les prends dans les couleurs différentes. Comme ça, tout ce que j'ai à penser, c'est alors je porte du long ou du court aujourd'hui et quelle couleur. Voilà, point barre. Ça m'enlève beaucoup de charge mentale, ça m'évite de devoir penser à ça. Et puis du coup, mon placard s'est grandement minimalisé et ça me permet aussi de gagner en clarté parce que j'ai pas plein de vêtements que je ne mets jamais et puis que finalement je retrouve un jour puis que ça crée plein de bordel et puis qu'en fait ça crée le bordel chez nous, je trouve. Désolée, je parle un peu vulgairement, mais vraiment chez nous, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui encombrent notre esprit quand on a beaucoup d'objets. Alors que quand on s'en sépare et qu'on a vraiment le strict minimum pour ses besoins, pour sa praticité, son confort aussi, mais voilà, qu'on a vraiment des objets choisis pour nous, en fonction de nous et de notre fonctionnement aussi, bah ça désencombre de fou en fait le cerveau, ça désencombre de fou notre énergie. Donc voilà, ça c'était aussi une petite astuce que moi j'ai fait pour retrouver aussi un espace qui me soutient. Mais voilà, c'est aussi les relations qu'on a et comme je vous le disais, l'hygiène de vie évidemment. Et le dernier point pour finir ce très long épisode, je suis navrée que cet épisode ait duré aussi long, je pensais pas du tout que j'allais autant parler sur ces points. Le dernier, c'est que la période de pause, des fois que notre corps nous réclame et cette perte d'élan parfois qui survient, bah, c'est aussi voulu par l'âme parce que bah, voilà, c'est pas encore le moment, qu'il y a des choses qui ont besoin de se construire en fond et que parfois bah, simplement on a besoin de passer par là. Donc je pense que ça c'est aussi possible. C'est simplement que c'est pas méchant en fait, mais c'est que peut-être justement il y a besoin d'abord de venir ouvrir d'autres portes en amont avant de pouvoir ouvrir celle-là. Et que nous, des fois, j'ai l'impression, je sais pas si vous partagez cette pensée-là, mais moi, des fois, j'ai l'impression que on a une porte qu'on veut ouvrir, dont on a conscience et qui est, voilà, là devant nous, mais que devant, il y en a d'autres, en fait, à ouvrir avant celle-là. Et que celles-ci, on les voit pas. On les voit pas parce qu'on ne conscientise pas tout de nous, on ne conscientise pas tout notre inconscient, comment il est construit, etc. Et que du coup, on est focus en fait, focalisé sur cette porte en arrière-fond, et que c'est elle qu'on veut ouvrir, qu'on sait que c'est elle qu'on veut aller vers, mais qu'il y a d'autres filtres, d'autres portes avant. Et en fait, du coup, quand je dis notre âme, on pourrait dire aussi notre inconscient quelque part, ou
certaines personnes vont dire l'univers, mais pour moi l'univers ça pourrait aussi représenter l'inconscient qui nous dirige, qu'on croit qu'on a une destinée, mais qu'en fait c'est notre inconscient qui dirige les choses, et que justement, vu qu'on n'en a pas conscience, on dit que l'univers, voilà, etc., nous dirige, mais en fait c'est notre inconscient. Enfin bref, ça c'est une autre aparté, pardon. Faut que j'arrête de digresser, c'est terrible aujourd'hui. Mais du coup, c'est certainement notre inconscient, notre âme qui nous dit, ben non en fait, pas tout de suite. Et c'est une forme de protection saine pour respecter des étapes aussi avant de vraiment se cramer peut-être dans quelque chose qui n'est pas encore juste, qui n'est pas encore prêt. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a de ça. Et c'est aussi pour ça que je pense que il faut derrière... c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le côté éveil de conscience, parce que j'aime bien l'idée de vraiment lever les mystères sur cet inconscient, sur ce truc de voilà, on gagne de plus en plus de conscience et de clarté sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui des fois nous dirige inconsciemment et qui nous fait faire des boulettes dans notre vie, et qui parfois nous dirige positivement aussi, mais que c'est cool d'en avoir conscience pour pouvoir garder un minimum, entre guillemets, la main, mais surtout pour avoir confiance aussi. Avoir confiance en soi et avoir foi en la vie qui nous traverse. Voilà. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui parce qu'on est déjà à 1 heure d'épisode, n'est-ce pas? J'espère que vous n'aurez pas décroché, j'espère que ça vous aura inspiré des choses. N'hésitez pas à venir complémenter ce que j'ai dit si ça vous a évoqué... quelque chose en particulier, à venir me le partager. Ça me fera très plaisir de vous lire et d'avoir aussi, vous, vos petits hacks et vos petites astuces pour traverser tout ça. Et puis aussi de me dire dans lequel vous êtes plus reconnu, lequel vous avez traversé ou lequel vous traversez le plus souvent. Voilà. Venez me dire tout ça. On se retrouve la semaine prochaine, en tout cas en pleine forme, je l'espère. Je vous embrasse et vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao la tribu.